Plus la guerre s'étend, plus cela avantage l'Iran et pousse Donald Trump à régler ce désordre qu'il a créé, alors qu'il n'a atteint aucun de ses objectifs. Les Américains ne peuvent pas se défendre, ni défendre leurs intérêts au Moyen-Orient. Donc, toutes ces bases, environ 800 dans le monde, ne sont pas là pour protéger des pays qui n'ont pas besoin de protection. Elles sont là pour occuper ces pays, pour créer une base avancée. Elles servent à faire la guerre à d'autres pays. C'est pour cela que le CENTCOM est basé à Bahreïn, pour attaquer l'Iran. Aujourd'hui, le déclin de l'Empire américain, du fait de son échec à atteindre son objectif militaire contre l'Iran, sera le début de la fin de l'Empire américain. Et cela commencera en Asie occidentale. Et ça a déjà commencé. Bienvenue à toutes et à tous, je suis Lena Petrova et voici un nouvel épisode de World Affairs in Context. Je suis très heureuse d'accueillir de nouveau dans l'émission notre très bon ami et spécialiste de la politique au Moyen-Orient, Elijah McNair. Elijah est analyste politique et correspondant chevronné en zone de guerre. Il couvre le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord depuis plus de 35 ans. Elijah, bienvenue de nouveau. Eh bien, bonjour Lena, et merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis très enthousiaste à l'idée de cette conversation parce qu'il se passe tellement de choses au Moyen-Orient et elles sont très importantes. Et j'avais absolument hâte d'en parler avec vous. Ces derniers jours, la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran semble être entrée dans une nouvelle phase. Elle s'élargit désormais et prend de l'ampleur. L'Arabie saoudite et les États-Unis ont mené des frappes conjointes contre l'Irak le 29 juillet, ce qui marque, bien sûr, la première attaque saoudienne contre un allié de l'Iran à être reconnue publiquement et officiellement. Quelle est l'importance de cette évolution dans la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran? C'est très important, parce que c'est la première fois que l'Arabie saoudite a participé à l'attaque avec les Américains, ou inversement. Mais je pense que l'attaque principale a été menée par les Saoudiens, davantage que par les Américains, vu la violence de l'attaque. La raison pour laquelle les Saoudiens ont dit qu'il s'agissait d'une attaque conjointe, c'est pour éviter le sectarisme, car il est très bien connu que l'Arabie saoudite a soutenu les djihadistes sunnites en Syrie et en Irak. Ceux-ci sont devenus Al-Qaïda en Irak, puis se sont ensuite transformés en Daesh en Irak, puis en Daesh au Levant, en Syrie, lorsque Abu Bakr al-Baghdadi, le chef de Daesh, s'est installé en Syrie. Donc, la lutte entre l'Arabie saoudite et l'Irak a vraiment commencé de manière très dure. Non pas quand Saddam Hussein a bombardé quelques pays du Golfe ou envahi le Koweït, mais quand les Américains sont venus occuper l'Irak, ont destitué le président sunnite Saddam Hussein et ont mis en place la majorité chiite, qui représentait 65% de la population. Et comme les Saoudiens n'aimaient pas vraiment avoir à leurs frontières un pays comme l'Irak, fort de 35 millions d'habitants, à majorité chiite, riche en pétrole, et surtout amis avec l'Iran. Cette lutte a néanmoins duré de 2003 jusqu'à la chute de Daesh à Ninive en 2018-2019. Until the fall of ISIS in 2019, in Nineveh 2018-2019. Iran played a major initial role in... L'Iran a joué un rôle majeur au début dans la défaite de Daesh. Puis les Américains sont intervenus et ont empêché les Irakiens d'avoir accès aux armes que, à l'époque de Barack Obama, le Premier ministre Nouri Maliki avait payées. C'est donc un sujet qui reste toujours sous le tapis entre les Saoudiens et les Irakiens. Cependant, les Irakiens ont perdu leur souveraineté parce que les Américains ont occupé l'Irak. Parce que ce sont les Américains qui contrôlent l'espace aérien irakien. Les Américains ont attaqué de nombreux groupes irakiens
sans réaction de l'Irak. Et ce qui est arrivé de pire à l'Irak, c'était en janvier 2020, lorsque les Américains ont encore attaqué. Le général de brigade Qassem Soleimani, un Iranien, avait été nommé par le gouvernement irakien, comme l'avait annoncé notre ministre de l'époque, Ibrahim al-Ja'afari, conseiller militaire officiel auprès de l'Irak. Ce n'était donc pas n'importe qui franchissant les frontières. Au contraire, il avait été appelé par le premier ministre de l'époque, Adel Abdelmahdi, pour transmettre un message de Donald Trump durant son premier mandat. Et alors qu'il revenait en Irak pour recevoir ce message de Donald Trump, c'est là que le président américain l'a tué, ainsi que le chef des Hashd al-Sha'bi, les forces de mobilisation populaire. Pourquoi cette histoire? Parce que les forces de mobilisation populaire sont le groupe qui a été formé par la population pour combattre Daesh, d'où leur nom, Forces de mobilisation populaire. Et ces forces, c'étaient différents groupes qui se sont réunis. Ils ont été formés par les groupes irakiens qui constituaient la résistance contre l'occupation, puisque les Américains se déclaraient eux-mêmes forces d'occupation. Puis, ils ont rejoint les forces irakiennes régulières sous le commandement du Premier ministre. En 2018, le Premier ministre Haider al-Abadi a publié un décret. Et en 2019, le Premier ministre Adel Abdelmahdi a confirmé que ces forces relevaient du commandement direct du Premier ministre. Donc, quand ces Saoudiens vont les bombarder, ils bombardent des forces régulières. Ils ne bombardent pas des milices. Ils ne bombardent pas des groupes, quels qu'ils soient. Car tous ces différents groupes sont devenus, du moins pour la majorité d'entre eux. Il y a d'autres groupes qui ont refusé de les rejoindre, mais la majorité les a rejoints. Et ils font désormais officiellement partie des forces de sécurité irakiennes. Et bombarder 7 endroits différents, du nord de l'Irak jusqu'au sud, en partant de Ninive, Salah ad-Din, Wasit, Bagdad, Karbala, puis en descendant jusqu'à Bassora. 7 endroits frappés avec une telle brutalité, ce n'est pas ce que nous avons vu de la part des Américains au même endroit, lorsque les Américains ont bombardé délibérément les frontières entre la Syrie et l'Irak pour infliger davantage de dégâts. Mais ce cycle de violence porte davantage l'empreinte de l'Arabie saoudite. Et les Saoudiens ont bombardé les forces parce qu'ils comprennent que l'Irak n'est peut-être pas en position de riposter. Cependant, ce qu'ils ont fait, c'est compromettre ce que le Premier ministre irakien, le nouveau Premier ministre, Ali Zaidi, a transmis au président américain Donald Trump. Il a donné aux groupes irakiens jusqu'au 27 septembre pour être complètement désarmés. Maintenant, il ne peut plus faire ça. Les Saoudiens ont fait exploser cette situation à cause d'une sorte de mentalité tribale, plus que d'une logique stratégique. On ne les bombarde pas. Et maintenant, ce que les Irakiens vont faire, c'est permettre aux groupes irakiens de riposter contre les Saoudiens, puis nier toute responsabilité du gouvernement. Et ça ne va pas bien se terminer pour les Saoudiens, parce qu'ils vont vraiment les frapper là où ça fait le plus mal. Et je pense que ce sera surtout contre le pétrole, les terminaux pétroliers, ou quelque chose qui appartient à la famille royale. Parce que là aussi en Iran, il existe une mentalité tribale, et ils savent comment se frapper les uns les autres. Cela dit, ça ne se produira ni aujourd'hui, ni demain. Il reste encore 4 ou 5 jours. Nous arrivons au 40e jour de l'imam Hussein. Des millions de musulmans chiites du monde entier viennent à Karbala, puis à Najaf, pour lui rendre hommage et visiter les sanctuaires de l'imam Hussein et de l'imam Ali à Najaf. Donc, après cette cérémonie sacrée pour les Irakiens, alors que tout le monde est occupé par cet événement particulier, je pense que c'est à ce moment-là que les Irakiens vont riposter. Et ce qui est arrivé aux Saoudiens, c'est qu'ils sont vraiment tombés dans le piège. La guerre s'étend maintenant et englobe davantage de théâtres. Nous avons l'Irak,
le Yémen, le Liban, tous les pays du Golfe impliqués, la Jordanie, puis l'Iran. Eli, quels intérêts l'Arabie saoudite cherche-t-elle réellement à défendre en renforçant sa posture offensive dans la région et en participant désormais activement à cette guerre? C'est très douloureux pour les pays du Golfe de ne pas frapper l'Iran, parce que l'Iran a frappé tous les pays du Golfe, en particulier les actifs américains présents dans ces pays. L'un de ces pays, dès le premier jour où l'Iran a riposté et commencé à bombarder des actifs américains, a contacté le ministre iranien des Affaires étrangères. Il lui a demandé s'il pouvait riposter sans vraiment causer de dégâts. La réponse de l'Iran a été que l'Iran déclarerait officiellement la guerre à ce pays s'il le faisait. Donc les pays du Golfe n'attaqueront jamais l'Iran tant que l'Iran montrera sa force. Mais dès que l'Iran montrera une faiblesse, vous pouvez être certain que l'Arabie saoudite, les Émirats, Bahreïn et la Jordanie se réuniront et attaqueront l'Iran. Et il n'est pas exclu que si les Irakiens ne ripostent pas contre l'Arabie saoudite, voilà ce qui va se passer. Il y aura davantage d'attaques contre l'Irak, qui est paralysé, parce que toutes les recettes pétrolières irakiennes, qui représentent 90% des finances et des revenus de l'Irak, vont à la Banque fédérale américaine avant d'arriver en Irak. C'est pourquoi les Irakiens sont plus soudés pour riposter contre les Américains, ou pour demander au gouvernement d'exiger le départ des Américains, même s'ils se trouvent maintenant au Kurdistan, dans le nord de l'Irak. Mais les groupes irakiens peuvent le faire, et les Iraniens ne peuvent pas, pour l'instant, riposter contre les Saoudiens, mais leurs alliés le peuvent. Et ce qui va se passer, c'est que davantage de groupes yéménites et irakiens attaqueront l'Arabie saoudite dans les prochains jours. Serait-il juste de dire ou de supposer que l'attaque conjointe, ou plutôt saoudienne comme vous l'avez souligné, contre l'Irak, s'inscrit dans un plan visant en quelque sorte à étendre la guerre afin que l'Irak devienne un autre champ de bataille contre l'Iran? Est-ce que cela fait partie, d'une certaine manière, du plan américain et israélien, ou est-ce quelque chose de complètement différent? Or is this something completely different? C'est différent, parce que pour les Saoudiens et les Américains, l'Irak est du côté de l'Iran. Et quand on parle de l'Irak, on n'inclut pas le Kurdistan. Le Kurdistan se trouve au nord, à la frontière avec le Kurdistan iranien. C'est là que les séparatistes kurdes sont entraînés, financés et soutenus avec les armes que Donald Trump a dit leur avoir envoyées pour qu'ils puissent franchir la frontière. Donc non, quiconque se trouve à Bagdad, même l'actuel Premier ministre, dont Donald Trump a affirmé que c'était lui qui l'avait nommé, tomberait en moins de 24 heures s'il prenait la moindre mesure contre l'Iran. Parce que l'Iran a beaucoup d'amis en Irak. L'Iran a été le premier à soutenir l'Irak contre Daesh, ainsi que par l'idéologie du schisme qui liait les deux pays. C'est le premier à avoir soutenu les Kurdes. Massoud Barzani l'a dit. C'est lui qui a déclaré que Qassem Soleimani avait apporté 4 avions cargo remplis d'armes, que les Kurdes ont pu arrêter aux portes d'Erbil. Donc, les Iraniens ont aussi soutenu les Kurdes, et ils entretiennent de bonnes relations avec les Kurdes de Soleimaniye. En Irak, il y a Erbil et Soleimaniye. Mais cela ne veut pas dire que les Kurdes sont contre l'Iran. Au contraire, il y a des Kurdes séparatistes opposés à l'Iran dans les montagnes kurdes. Mais Erbil, en tant que gouvernement, navigue entre la Turquie, l'Arabie saoudite, les Américains et l'Iran. C'est pour cela que lorsque l'Iran bombarde le Kurdistan, le gouvernement kurde, qui est une fédération à Erbil, ne réagit pas, parce qu'ils comprennent que ce n'est pas ce qu'ils voulaient. Pourtant, ils voulaient se séparer de l'Irak en 2019,
et ils ont échoué. Alors maintenant, ils comprennent qu'ils doivent se tourner de nouveau vers Bagdad, parce qu'ils veulent que les salaires soient versés. Le gouvernement de Bagdad continue de payer leurs salaires. Il existe un lien financier fort, mais pas de lien personnel entre le Kurdistan et Bagdad. Donc ils ne peuvent pas vraiment se séparer, et ils ne peuvent pas aller commencer à combattre l'Iran. C'est pourquoi Donald Trump était très en colère lorsqu'il a dit « Nous avons proposé des armes aux Kurdes. Ils ne les ont pas utilisées pour attaquer l'Iran. » Donc l'Irak n'est pas une plateforme contre les Iraniens, puisque les Américains ont rendu un immense service aux Iraniens en renversant Saddam Hussein. Elijah, et maintenant, une dernière question sur l'extension de la guerre. Est-ce que l'extension de la guerre et l'élargissement de ce conflit profitent à l'équilibre actuel des forces, dans lequel l'Iran dicte de fait les conditions, ou est-ce que cela risque de mettre l'Iran en difficulté? Qu'en pensez-vous? C'est tout à l'avantage de l'Iran. Plus la guerre s'étend, mieux c'est pour lui. Parce qu'alors, cette guerre illégale déclenchée par les Israéliens et les Américains devra s'arrêter. Aujourd'hui, nous sommes dans une impasse. Donald Trump n'a pas de stratégie. Il n'a jamais eu de stratégie de sortie, parce qu'il pensait gagner en 4 jours. C'est ce que Benjamin Netanyahou lui a dit. Et maintenant, il est coincé. Regardez ce qui s'est passé il y a 2 jours. Les Iraniens ont riposté contre la Jordanie, alors que les Américains ne tiraient plus contre l'Iran. Car les Iraniens disent à Donald Trump, « Vous contrôlez le début de la guerre. Nous contrôlons la fin. Ce n'est pas vous qui décidez quand cette guerre peut prendre fin. » Ils poursuivent donc la guerre et ne s'arrêtent jamais. Aujourd'hui, ils ont de nouveau bombardé la Jordanie. Ils ont frappé les installations américaines en Jordanie, pas la Jordanie en tant que pays, mais les installations présentes en Jordanie. Et les Iraniens disent, « J'ai une liste de 14 points portant la signature de Donald Trump. Je veux ces 14 points. Sinon, nous sommes toujours en guerre. » Donc, si la guerre s'étend à Bab el-Mandeb, où les Ansarullah demandent désormais des droits de passage, c'est là qu'ils commencent à parler d'exiger des frais. Si la guerre s'étend à l'Irak, alors les Irakiens vont commencer, dans quelques jours, à frapper l'Arabie saoudite. L'Iran frappe déjà différents pays du Golfe, partout où se trouvent des installations américaines, en particulier le Koweït, puis la Jordanie. Plus la guerre s'étend, plus cela avantage l'Iran et pousse Donald Trump à régler ce désordre qu'il a créé, alors qu'il n'a atteint aucun de ses objectifs. Comment la stratégie de l'Iran a-t-elle évolué depuis février de cette année? Car on voit que l'Iran est parvenu à surmonter les difficultés liées à l'affrontement avec l'une des forces militaires les plus puissantes au monde, les États-Unis et Israël aussi, je suppose. Ils ont donc démontré que, sans être une grande puissance sur le plan des capacités militaires, ils ont réussi à gagner la guerre et à dissuader les forces américaines et israéliennes. Aujourd'hui, on voit l'Iran lancer des frappes contre la Jordanie sans avertissement, ce qui est une première. Alors, comment la stratégie de Téhéran a-t-elle évolué, en quelque sorte, à la suite de ses relations avec l'administration Trump et de l'effondrement du protocole d'accord? C'est une très bonne question. Il y a une ignorance totale de la mentalité iranienne. Le peuple iranien n'est jamais pressé. Il fait les choses à son propre rythme. Et ce sont des gens très réfléchis. Dans le domaine militaire comme hors du domaine militaire, même dans la vie quotidienne, on n'obtient pas de réaction immédiate de la part des Iraniens. Les Iraniens marquent une pause. Ils retiennent leurs mots avant de les prononcer pour bien y réfléchir. Et si je dis cela, c'est parce que leur comportement pendant la guerre est exactement le même. Les Américains et les Israéliens ont donc commencé la guerre contre l'Iran.
L'Iran a riposté, non pas comme en juin 2025, après 18 heures, mais après 2 heures, 1 heure et demie, uniquement pour envoyer le message suivant. Nous étions prêts pour vous, non pas parce qu'ils étaient pressés, mais parce qu'ils avaient tous les plans. Not because they were in a hurry, but because they had all the plans, and to tell the Israelis and the Americans, Et dire aux Israéliens et aux Américains, vous ne nous vaincrez pas, parce que nous étions prêts, et nous allons vous montrer que nous sommes prêts. Puis la guerre a commencé, avec les échanges de missiles. L'Iran a donc montré aux Américains, et cette guerre a été une bénédiction pour lui, parce qu'il avait toujours redouté qu'elle éclate. Les Américains faisaient chanter les Iraniens avec la possibilité de mener une guerre contre l'Iran, jusqu'à ce qu'ils brisent ce tabou, déclenchent cette guerre, et que l'Iran découvre qu'en réalité, malgré les pertes et les destructions, il n'est pas si difficile de tenir tête au pays le plus puissant du monde, soutenu par l'armée la plus puissante du Moyen-Orient. Tous deux ont la capacité nucléaire et possèdent l'arme nucléaire. L'Iran, lui, ne l'a pas. Donc cette mentalité du sacrifice, de l'idéologie, de la patience, fait défaut en Israël et aux États-Unis. Pour les Iraniens, il n'y a pas de perte. Il y a des sacrifices. C'est ça, l'idéologie. Pour l'Occident, il y a des victoires ou des défaites. Et la notion de victoire et de défaite est complètement différente pour l'Iran et pour les groupes idéologiques. Car la défaite, c'est quand on se rend, quand on lève le drapeau blanc, quand l'un décime l'autre adversaire, quand l'autre adversaire ne peut plus riposter, quand il n'existe plus, et quand l'attaquant atteint tous ses objectifs. Tout cela ne s'est pas produit avec l'Iran. Donald Trump est donc passé du changement de régime à l'élection du nouveau grand ayatollah et du guide de la révolution, puis à la destruction de toutes les capacités iraniennes, puis au dialogue avec les Iraniens, puis à la négociation avec les Iraniens pour détruire leurs capacités balistiques, puis à l'enrichissement zéro. Et ensuite, il a commencé à revoir ses exigences à la baisse. Il dit « D'accord, signons le protocole d'accord. C'est réalisable. C'est acceptable. D'accord, l'Iran est fondé à vouloir conserver des missiles pour se défendre. Et l'Iran est fondé à vouloir récupérer son argent. C'est un avoir gelé. Et lever les sanctions suffirait aussi. Or, Donald Trump a reculé et ne l'a pas fait. Donc les Iraniens ne sont pas pressés. Ils ont toute la patience du monde et ils disent « Nous continuons la guerre. Nous avons été bombardés, nous avons subi des frappes et nos enfants ont été tués dans une école, 165. Vous avez tué 5000 Iraniens, mais vous n'avez pas détruit le pays. Au contraire, il y a de la solidarité en Iran. Donc, ce qui se passe maintenant, c'est que Donald Trump est dans une situation où vraiment, Trump et la Constitution, il va accepter que l'Iran impose des droits sur les services dans les détroits. Il se trompe totalement s'il pense que ce sera la fin de la guerre. Ce n'est pas ce que veut l'Iran. L'Iran obtiendra cela, que Trump le veuille ou non. Mais l'Iran veut la levée des sanctions. L'Iran veut récupérer son argent. L'Iran veut être indemnisé pour la guerre. Pour cette indemnisation, l'Iran peut faire un compromis en passant par des droits de péage, jusqu'à récolter 300 ou 400 milliards d'euros, selon son estimation. Quelqu'un va donc devoir payer l'Iran pour tous les dégâts causés par les Israéliens et les Américains. Donc, même si Donald Trump disait demain « J'accepte que l'Iran perçoive ses droits », les Iraniens n'attendent pas son approbation. Son approbation ne les intéresse pas, et ils ne vont pas s'arrêter parce qu'il l'aurait donné. Ils veulent continuer jusqu'à ce que tous leurs objectifs soient atteints, parce que les Américains n'ont réussi à atteindre aucun de leurs objectifs. L'Iran veut donc maintenant atteindre cet objectif. Et surtout, ils veulent que le premier paragraphe, la fin de la guerre au Liban, soit inclus.
Ils se moquent du protocole d'accord entre le Liban, l'Amérique et Israël, parce qu'ils savent qu'Israël ne se retirera jamais. Et Benjamin Netanyahou l'a dit, pas moi. Il a dit, nous ne reculerons pas d'un seul centimètre hors du Liban. Alors les Libanais attendent. Ceux qui ne sont pas pro-israéliens et qui n'appartiennent pas aux chrétiens maronites d'extrême droite. Ils attendent parce qu'ils savent que seul l'Iran peut imposer aux Israéliens un retrait. Pas Donald Trump, pas un accord avec les Israéliens. Voilà donc la situation aujourd'hui. Et c'est ce que Donald Trump ne comprend pas, parce qu'il croit encore, à tort, qu'en laissant l'Iran prendre ce que l'Iran peut de toute façon obtenir sans son autorisation, il mettra fin à cette guerre. Ce ne sera pas le cas, et il traînera ce problème avec lui jusqu'à la fin de son mandat. Elijah, tournons-nous rapidement vers la Jordanie. Ce matin, j'ai remarqué un rapport très intéressant dans le New York Times. Il indiquait que des centaines de figures politiques, juridiques et autres en Jordanie avaient signé la semaine dernière une lettre ouverte appelant au retrait des forces américaines de Jordanie. C'est vraiment inhabituel, je pense. La Jordanie est bien sûr un État client des États-Unis depuis un certain nombre d'années. Alors, compte tenu de ces éléments, est-il juste de dire que même des alliés américains de longue date dans la région, appelons-les ainsi, cherchent désormais de fait d'autres cadres de sécurité qui ne soient pas centrés sur la puissance militaire américaine? Eh bien, c'est très bien, parce que c'est l'un des objectifs non déclarés des Américains, des Iraniens. Voir les Américains quitter l'ensemble du Moyen-Orient et de l'Asie occidentale. En fait, ce n'est pas seulement la Jordanie. Tous les pays du Moyen-Orient, les pays du Golfe, sont extrêmement mécontents des Iraniens, parce que l'Iran les bombarde et qu'ils ne peuvent pas riposter, parce qu'ils ne sont pas plus forts que l'Iran, et parce qu'ils pensaient que les Américains allaient les défendre, jusqu'à ce qu'ils réalisent que les Américains ne peuvent pas se défendre eux-mêmes, ni défendre leurs intérêts au Moyen-Orient. Donc aujourd'hui, tous ces pays remettent en question la présence américaine. Et ils disent, eh bien, on ne nous a pas consultés. Nous sommes sans cesse insultés par le président américain et nous avons été humiliés. Nous ressentons l'humiliation que nous infligent les Iraniens parce que nous ne pouvons pas riposter. Nous n'en avons pas la capacité. Nous n'avons personne pour nous défendre. Et au bout du compte, la présence des Américains est devenue un handicap et non un avantage. Ces mêmes voix s'élèvent donc en Jordanie, mais elles sont les mêmes en Irak. Elles sont les mêmes en Arabie Saoudite, au Koweït, à Bahreïn, aux Émirats, au Qatar. Et c'est pourquoi d'autres alliances émergent avec la Chine, avec la Turquie, avec le Pakistan. Ils veulent créer, disons, un plan B, parce qu'ils ne peuvent pas vraiment demander à quelqu'un comme Donald Trump de partir. Il va les attaquer parce qu'ils ne sont pas assez forts. Ils vont donc préparer le terrain pour avoir à l'avenir une meilleure occasion de se débarrasser des Américains puisqu'ils ne peuvent pas se débarrasser des Iraniens. Ce sont leurs voisins géographiquement, qu'ils le veuillent ou non. Ils détestent ça, mais ils n'y peuvent rien. Et ils comprennent qu'aujourd'hui, l'Iran les a bombardés. Si les Américains n'ont pas réussi à imposer leur volonté à l'Iran, et ils échouent, alors l'Iran est devenu la superpuissance régionale. C'est exactement ce que voulait Benjamin Netanyahou. Et par son erreur, en convainquant Donald Trump d'aller combattre l'Iran et de mener une guerre, il l'a offert à l'Iran. Absolument. Et je suppose que si l'on peut relever une évolution positive qui émerge de ce conflit, c'est que davantage d'États du Moyen-Orient, et probablement
davantage de pays dans le monde en général, parce que beaucoup d'entre eux accueillent des bases américaines, commencent à comprendre que les bases militaires américaines ne sont qu'un outil de défense avancé des États-Unis. Elles ont très peu à voir avec la protection réelle, avec la sécurité de ces États face à leurs adversaires potentiels ou à leurs adversaires actuels. Ils commencent donc à voir qu'accueillir ces bases met en fait leur propre sécurité en danger. Cela ne les protège pas vraiment. Et c'est bien sûr l'une des conséquences de cette guerre qui s'est retournée contre les États-Unis. One of the outcomes that backfired on the United States from this war. Yes, that is correct. There is a say by, Oui, c'est exact. Il y a une phrase du général, pas du général de Gaulle, c'est François Mitterrand, le président François Mitterrand, qui disait qu'un pays qui abrite une base où les soldats peuvent entrer et sortir sans l'autorisation de l'État est un pays occupé. L'Europe, depuis la Seconde Guerre mondiale, est occupée, parce qu'il y a des bases américaines partout. Et ces bases américaines ne servent pas à défendre l'Europe, parce que l'Europe n'a pas besoin de défense. L'Europe n'est en guerre avec personne. Les Américains ont déclenché la guerre entre l'Ukraine et la Russie, mais ce n'était pas une guerre européenne. C'est à cause de l'approvisionnement de l'Europe en gaz et en pétrole russe que les Américains ont voulu y mettre fin. Donald Trump a essayé et il a échoué. Merkel, la chancelière allemande, l'a repoussé. Ensuite, Joe Biden a réussi à faire exploser le gazoduc Nord Stream 2 entre la Russie et l'Allemagne. Puis il a financé la guerre avec les Britanniques entre l'Ukraine et la Russie. Donc toutes ces bases, environ 800 dans le monde, ne sont pas là pour protéger des pays qui n'ont pas besoin de protection. Elles sont faites pour occuper ces pays, pour créer une base avancée. Elles servent à faire la guerre à d'autres pays. C'est pour cela que le CENTCOM est basé à Bahreïn, pour attaquer l'Iran. Les Américains sont basés en Arabie Saoudite. Pourquoi? L'Arabie Saoudite n'a pas besoin de défense. Et s'ils pensent que l'Iran va les attaquer, l'Iran n'a jamais attaqué l'Arabie Saoudite, le Koweït ou les Émirats. Les Iraniens ont commencé cela quand les Américains ont déclenché la guerre contre l'Iran, et l'Iran a riposté parce que ces pays abritent des bases américaines. Ces bases sont donc là pour garantir que toutes les monarchies continuent d'utiliser le dollar pour vendre leur pétrole, car c'est ainsi que l'Empire américain peut se maintenir. Et aujourd'hui, cela est devenu un handicap, parce que le dollar repose sur le pétrole. Aujourd'hui, le déclin de l'Empire américain, dû à l'échec de son objectif militaire contre l'Iran, sera le début de la fin de l'Empire américain. Et cela commencera en Asie occidentale. Et cela commence parce que l'Amérique perd la face. Elle perd sa position prestigieuse. Désormais, d'autres pays diront non à l'Amérique, parce qu'il existe déjà un exemple, l'Iran. Et maintenant, les Chinois rien parce qu'ils apprennent. Les Russes apprennent de la guerre parce que c'est inévitable. Chaque pays a tiré les leçons des guerres et a mis en œuvre ce qui est le mieux pour son armée. Tout le monde apprend en observant le comportement américain, en observant les représailles iraniennes. Quels sont les éléments militaires qui ont permis à l'Iran de tenir et d'infliger des dégâts à son ennemi? Tout cela est étudié, au point qu'il apparaît désormais clairement que les Américains ne peuvent pas gagner une guerre contre un pays déterminé à ne pas se rendre. Absolument. Je ne pourrais pas être plus d'accord avec vous. Et vous savez, la semaine dernière encore, j'ai vu dans les médias russes un reportage sur une rencontre entre le président russe Vladimir Poutine et des officiers de la marine. Et l'une des choses que Poutine leur a dites aux responsables de la marine, c'est « Nous devrions adopter la stratégie asymétrique de guerre navale que l'Iran a efficacement perfectionnée. » Cela montre bien et confirme ce que vous venez de dire, que la Russie, la Chine
et d'autres États apprennent beaucoup, et il semble que Washington se soit rendu un très mauvais service en lançant cette guerre. Washington has done itself a great disservice by launching this war. C'est vrai, oui, je suis d'accord. And Elijah, there's another thing that I wanted to point Et out. Elijah, il y a autre chose que je voulais souligner. Le Yémen est un acteur intéressant et joue un rôle très particulier dans ce conflit. À ce jour, le détroit de Bab el-Mandeb n'est pas totalement fermé, mais il est fortement perturbé et soumis à de graves risques sécuritaires, après qu'Ansar Allah a déclaré un blocus visant la navigation saoudienne. Mais d'après ce que j'ai pu constater, le trafic commercial semble se poursuivre, même si les volumes sont bien sûr réduits. Comment Ansar Allah pourrait-il réagir à l'élargissement de la guerre? Et selon vous, que pourrait impliquer sa réponse? And what do you anticipate their response might involve? Ansar Allah a déjà déclaré que son objectif était d'imposer des droits de passage à Bab el-Mandeb, et ils ont imposé un blocus à tous les navires saoudiens pour une raison simple. Ils ont observé l'Iran et en ont tiré la leçon, comme la Chine, comme la Russie. Ils comprennent aujourd'hui qu'ils contrôlent un passage maritime très important. En particulier, lorsque le détroit d'Ormuz est fermé, les Iraniens ne le rouvriront pas sans une solution pour Bab el-Mandeb. C'est là que se crée la solidarité entre l'Iran et ses alliés. Parce que désormais, les Iraniens vont soutenir les Yéménites pour imposer aux Saoudiens la levée de 11 années de sanctions et de blocus. Aujourd'hui, personne ne peut atterrir au Yémen sans l'autorisation des Saoudiens. Personne ne peut envoyer un navire au Yémen sans leur autorisation. Alors, le Yémen ne peut plus accepter cela. Et c'est la meilleure solution. Qu'arrive-t-il aujourd'hui aux Saoudiens? Ils sont en grande difficulté financière et ils ne peuvent pas soutenir cette situation. Parce que par Bab el-Mandeb, ils exportaient auparavant entre 3 500 000 et 4 200 000 barils de pétrole par jour, des deux côtés. Du côté de Bab el-Mandeb, où le les plus grands pétroliers, de 2 millions de barils, peuvent passer, ainsi que le côté du canal de Suez, où les plus petits pétroliers peuvent passer. Et maintenant, il ne leur reste plus que le canal de Suez. Ils ne peuvent plus exporter 3,5 millions de barils par jour. Au contraire, ils ne peuvent en exporter qu'entre 400 000 et 500 000, uniquement à cause des contraintes logistiques du canal de Suez. Ils doivent y arriver, décharger le pétrole, le faire transporter par pipeline jusqu'à la Méditerranée, puis le charger sur un autre navire. Cela coûte très cher. Et ensuite, ils doivent contourner toute l'Afrique, ce qui ajoute 4 à 5 semaines de trajet, davantage d'assurance, plus de temps pour les marins et le capitaine, ainsi que des coûts supplémentaires pour les navires et tout le reste, afin de transporter le pétrole vers l'Asie. Cela va donc avoir des répercussions extrêmement négatives sur l'économie mondiale. La solution, c'est de lever les sanctions sur Bab el-Mandeb. L'Arabie saoudite le fera-t-elle? Absolument pas. Ils préféreraient mourir avant ça. En revanche, si les Iraniens relient Bab el-Mandeb et le détroit d'Ormuz, et c'est ce qu'ils vont faire, alors oui, il y a des possibilités. Et cela répond à votre première question. Quand la guerre prend plus d'ampleur, s'étend, touche de nombreux points de passage stratégiques, touche plus d'un théâtre d'opération, c'est là que la solution devient importante. Et c'est là que les Américains imposeront aux Saoudiens de lever les sanctions sur Bab el-Mandeb. Les Iraniens n'ont plus à craindre d'exporter des armes vers les Yéménites, parce que les Yéménites ont déjà le savoir-faire. Ils peuvent fabriquer leurs propres missiles et leurs propres drones. Ils n'ont plus besoin de l'Iran. C'est comme les Russes. Ils ont reçu une première livraison de drones iraniens et maintenant, ils peuvent en produire des milliers par jour et par semaine. Le savoir-faire est donc là. Maintenant, il est temps de changer les règles qui régissent le Moyen-Orient, de savoir qui contrôle quoi et de mettre fin aux sanctions.
à ces mesures ridicules et meurtrières que les Américains ont inventées uniquement pour faire souffrir les peuples du Moyen-Orient. only for the suffering of the people of the Middle East. Absolutely. Do you feel that the Trump administration Absolument. is starting to realize Pensez-vous that que l'administration the Trump pain commence à comprendre que les dommages que l'Iran peut infliger en fermant le détroit d'Ormuz ainsi que Bab el-Mandeb sont bien plus importants que ceux que les États-Unis peuvent lui causer en menant des frappes et en imposant des sanctions au carrying pays? out strikes and by imposing sanctions on the country? Yes, I look at the bombing of Oui. last night by the Americans. Si je regarde les bombardements menés la nuit dernière par les Américains, ils ont bombardé des cibles déjà bombardées, y compris des zones résidentielles. Ils n'ont plus de liste de cibles, plus rien de militaire qu'ils puissent frapper en Iran. Et s'ils y parviennent, l'Iran peut immédiatement reproduire tout ce dont il a besoin. C'est un pays de 1 648 000 km², de 92 millions d'habitants, soumis à 47 ans de sanctions. Ils ont appris à riposter. Ils veulent faire les choses eux-mêmes, apprendre à compter sur eux-mêmes. Ils ne vont pas se montrer conciliants face aux Américains qui échouent à atteindre leurs objectifs. Les Iraniens comprennent donc pleinement la douleur que ressent Donald Trump parce qu'il y a des luttes internes en Iran entre ceux qui veulent que cette guerre se poursuive et refusent toute négociation avec les Américains et ceux qui veulent poursuivre les négociations sans se rendre aux Américains. Donc, ce n'est pas la question, mais il existe aujourd'hui en Iran un mouvement très fort qui veut que la guerre continue jusqu'au bout et qu'il n'y ait pas de négociation avec les Américains. C'est une position de force parce que le pays produit les missiles et les drones nécessaires. Il prend l'initiative, comme vous l'avez dit à juste titre au début, de frapper d'abord la Jordanie, alors que les Américains ne s'y attendaient pas. Cela veut dire qu'ils n'ont pas peur. Ils en ont les moyens. Ils peuvent soutenir une longue guerre. Ils acceptent les dégâts parce que ce sont des pertes matérielles. Ils sont prêts à faire des sacrifices. Ils n'ont pas la notion de défaite. Ils ne comprennent pas ce qu'est la défaite. Elle n'existe pas dans leur dictionnaire. Elle n'existe que pour l'ennemi. Donc l'ennemi peut être vaincu, mais eux ne le seront pas. Car de quoi pouvez-vous menacer un Iranien? De la mort? Eh bien, ils pensent qu'ils iront dans un monde meilleur. Ce n'est pas une menace. C'est donc ce que les Iraniens proposent aujourd'hui. Et c'est pourquoi les Iraniens ne seront pas flexibles face à Trump, à moins qu'ils ne disent « Je suis prêt à mettre en œuvre les 14 points ». Et les Iraniens feront exactement la même chose. Ils diront « D'accord, nous ne partons pas du paragraphe 5, mais du paragraphe 1. » Elijah, vous avez fait une observation vraiment intéressante et fascinante. La guerre contre l'Iran marquerait en quelque sorte le début de la fin de l'Empire américain. C'est un empire qui mène des guerres et qui fait tout son possible pour maintenir son hégémonie sur les plans militaires, économiques et politiques. Or, pour l'administration Trump, qui insiste énormément sur la primauté américaine, cela semble presque contre-productif. Vouloir mettre fin à la guerre paraît contre-productif ou contre-intuitif, parce que dans les circonstances actuelles, y mettre fin reviendrait à reconnaître une défaite. Alors, comment voyez-vous cette double dimension de la question évoluer à l'avenir? Washington veut préserver sa primauté, mais en même temps mettre fin à la guerre, alors que l'Iran dicte effectivement les conditions, reviendrait à reconnaître une défaite. Que reste-t-il donc à Trump à ce stade? Donc, cette reconnaissance est logique pour vous, pour moi et pour beaucoup d'observateurs, mais pas pour Donald Trump, parce qu'il a une autre version. Il commencera par dire « Nous avons détruit leur programme nucléaire. Nous avons détruit leur armée. Nous avons détruit leur marine. Nous avons détruit tout leur système de défense. Ils n'ont plus de radar. Ils n'ont plus rien.
Même s'il contrôle encore le détroit d'Ormuz, il dirait « Nous contrôlons le détroit d'Ormuz, mais nous allons aller négocier. » Il trouvera donc une porte de sortie, parce que ce n'est pas la première fois. Le problème, Lena, n'est pas là. The problem, Lena, is not here. The problem is when he thinks, because he has Le problème, got it all wrong c'est quand il from the réfléchit, beginning. parce qu'il a tout compris de travers dès le départ. Doesn't listen to Quand un 18 président n'écoute pas intelligence les services, 18 services de renseignement qui travaillent pour lui, tell him what are qui the lui disent quelles sont les what's prévisions, happening, ce qui se passe et ce qui peut se passer en Iran, and he et qu'il considère Tulsi considers Gabbard, the la directrice, comme stupide, comme quelqu'un qui ne comprend rien. Ce n'est pas un président qui écoute les faits ou la réalité, parce que c'est une décision politique fondée sur sa propre vision, qui est une très mauvaise vision. Car, lors de son premier mandat, la dernière année, il a déjà dit qu'il attendait près du téléphone que l'Iran appelle, et l'Iran n'a jamais rappelé. Donc, il n'a pas tiré les leçons de l'histoire, parce que l'attaque contre le Venezuela lui a donné un coup de boost. Et, en tant que narcissique, il a eu le sentiment d'être au sommet du monde et de pouvoir tout faire. Eh bien, il n'a pas vraiment pris en compte ce que l'Iran prépare. Il a attaqué l'Iran. Il va en payer le prix. Il va réfléchir autrement et se dire « Quels sont les dégâts minimums et quelles options me restent-ils » Et ces gens écervelés, dont le QI ne dépasse pas la température ambiante, vont lui dire, à lui et à son équipe, qu'il devrait accepter le cessez-le-feu avec l'Iran. Mais il ne comprend pas ce que l'Iran attend, ni ce qui est préparé pour lui. Les Iraniens ne vont pas accepter sans une liste d'exigences. Et c'est là qu'il va sentir le piège. Il va aller aux élections de mi-mandat, en continuant à dire « je m'en fiche, je m'en fiche ». Mais il vient de demander plus d'argent au Congrès, parce qu'il sait que sa vie va devenir un enfer quand les démocrates remporteront les élections de mi-mandat. Parce qu'il n'a tenu aucune de ses promesses. Pas de guerre. L'essence est très bon marché. Tout le monde va vivre confortablement aux États-Unis. Toutes ses promesses ont été rompues. Il a fait exactement le contraire. Et à cause de cela, il va aller aux élections de mi-mandat sans solution avec l'Iran. Et l'Iran va transformer sa vie en enfer, sans tirer une seule balle, uniquement avec calme et avec une planification stratégique, en formulant progressivement une demande à laquelle il ne s'attend pas, et rien en dehors des 14 points. Parce que les 14 points, Lena, en comprennent un dont les gens doivent avoir conscience. Le programme nucléaire sera discuté après la mise en œuvre de tous ses fonds, pas avant. Donc au final, il ne parlera pas d'un plan qu'il pensait pouvoir mieux mener que Barack Obama, le JCPOA de 2015. Et il n'aura absolument aucun plan concernant le programme nucléaire iranien, ni aucun autre programme, les missiles, le soutien aux alliés. Il devra commencer à envisager de débloquer l'argent iranien, à moins qu'il n'accepte sa défaite, et termine ses 2 ans et demi sans rien donner à l'Iran, mais avec une vie devenue un enfer, tandis que les Iraniens percevront des droits sur la navigation et non sur les services. Parce que s'ils ne paient pas, l'Iran demandera des droits pour la navigation. Elijah, merci beaucoup de vous être joint à nous et merci pour cette conversation fascinante. Merci de nous avoir aidés à comprendre ce qui se passe et de l'avoir vraiment bien expliqué. J'apprécie énormément vos analyses et votre connaissance du sujet. Je vous recommande vivement de suivre Elijah sur X et surtout, allez consulter son site Internet où il publie ses remarquables recherches et articles. Vous trouverez le lien vers son site dans la description. Elijah, et je tiens sa patience dans le prochain épisode. Merci pour vos aimables paroles et pour votre invitation. C'est tout un plaisir.